Donc moi, effectivement, je vais vous parler des travaux issus du groupe de travail qu'on a mené avec un grand nombre d'entreprises. Vous pouvez voir ici la liste de toutes les structures qui ont finalement collaboré, à la fois des grandes sociétés, des offreurs, des fournisseurs, qui ont collaboré ensemble à établir deux choses. Deux choses qui nous semblaient importantes pour la communauté au sens large du Clusif. Et ces deux choses, c'est quoi ? C'était tout d'abord un panorama des documents, des référentiels, des normes autour des systèmes industriels, des SI industriels, parce que Stéphane le disait tout à l'heure, il y en a beaucoup. C'est très touffu. Il nous disait même qu'ils avaient devant l'ampleur de la tâche, arrêté côté Annecy. Donc nous, on était plein d'entrain et plein d'énergie, et on a attaqué cette montagne-là. Et je vais vous en montrer les résultats. Et on a aussi une deuxième action qui était pour la communauté plutôt orientée vers la SSI de trouver les actions clés nécessaires pour démarrer. Alors, c'est ce qu'on va parcourir ensemble tout de suite. Donc, pour commencer par les référentiels, en fait, on a eu une approche assez classique, je dirais, en entonnoir. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a commencé par identifier, avec l'ensemble des membres du groupe de travail, tous les documents qu'on connaissait. Et là, on est arrivé à 53 documents. Là, ça commençait à faire beaucoup. On s'est dit quand même, dans ces 53, il y en a quand même qui nous semblent plus ou moins utiles. Et là, on est arrivé à 27 qu'on a finalement décidé d'ouvrir. De ces 27, on en a retenu 20 qui étaient particulièrement intéressants et qu'on a souhaité étudier dans le détail et donc comparer les uns par rapport aux autres pour essayer d'identifier ceux qui seraient le plus utiles suivant les différents cas d'usage au quotidien. Alors, c'est ce qu'on disait à l'instant sur les différents chiffres. Juste pour vous donner un ordre d'idée, ce qu'on a tous relu ensemble, c'est plus de 4000 pages. Ça nous a bien occupé pendant l'été de l'année dernière. Donc merci aussi à tous les membres du groupe de travail parce que ça a été une tâche assez importante. Alors, qu'est-ce qu'on en retient ? Là, je suis désolé pour les gens là-bas, ça ne va pas être facile. Mais je vais quand même essayer de vous faire passer les grands messages. Déjà, on en retient une diversité très très forte de documents, ne serait-ce que par leur taille. On a des documents qui font 4 pages, comme celui du DOE que vous ne voyez pas en bas à gauche, et on va aller jusqu'à plus de 1000 pages, 1012 au dernier comptage, pour la fameuse ISA IEC 62443, qui est un peu la Bible et qui couvre l'ensemble des sujets. Donc une diversité énorme en termes de volume. Également une diversité en date de publication. On est remonté jusqu'à 2007, donc on voit que c'était même antérieur aux grands événements type Stuxnet dont on parlait, et on est allé jusqu'à mai 2014, c'est là où on a arrêté le screening actuellement. Alors ensuite, de la même manière, une grosse différence dans les typologies de documents. Tout d'abord des documents très introductifs. Par exemple, on a le document de l'ENISA sur les mesures pour les smart grids, les mesures appropriées pour les smart grids. Là, on est à très très haut niveau. On va dire voilà les grands principes, les 10 règles à respecter. Et puis, on va aller tout de l'autre côté. Celui que vous ne voyez pas en bas à droite, le rouge, c'est l'IEC 62351 qui va jusqu'à définir de manière extrêmement précise un certain nombre de protocoles dans le secteur de l'électricité pour s'assurer des communications entre les systèmes industriels. Donc là, voilà, on a vraiment toute cette diversité. Ce que vous ne voyez pas non plus, c'est le carré orange à droite, qu'on aurait presque pu mettre au milieu. Pourquoi ? C'est à nouveau l'ISA IEC 62443, qui est un ensemble de documents. Et finalement, dans cet ensemble de documents, on va avoir aussi bien des documents introductifs que des documents extrêmement précis. Alors, pour continuer, on s'est dit, mais ces documents, ils sont adressés à qui ? Alors, on a construit un triangle avec 3 grands axes. Finalement, on l'a bien vu tout à l'heure, on a plutôt des gens qui s'intéressent au sujet qui viennent du volet sécurité des systèmes d'information, le fameux SSI. On a des gens qui viennent plutôt du monde des systèmes industriels. Et on a aussi également une troisième population qui est celle des gens qui font la conception, l'intégration ou la maintenance des différents systèmes. Donc on a aussi essayé de positionner ces documents par ceux qui sont le plus intéressants suivant la population. Un exemple, ce que vous ne voyez toujours pas, c'est qu'en haut, c'est l'ISO 27019, cette norme est un différentiel avec l'ISO 27002, qui est typiquement une des normes usuellement travaillées et appréhendées par l'ensemble de la filière SSI. Alors voilà finalement ce qu'on ressort de ce panorama, et c'était notre objectif, c'est dire quels sont les documents incontournables.
Alors, on a identifié 3 documents qui sont incontournables pour démarrer. Une fois qu'on est face au sujet, quels sont les premiers documents finalement qu'il faut lire, les incontournables? Alors, on a le document de la NSSI, le premier document qui avait été publié, donc maîtriser la SSI pour les systèmes industriels. Donc vraiment voilà, un des documents qui permet d'attaquer le sujet, surtout avec une annexe intéressante qui permet aussi de voir une étude de cas qui montre du vécu. On a aussi le document du NIST, le SP 800-82, très très intéressant à lire. Et puis on retrouve tout ce qui a été fait par le DHS, les CSSP Recommended Practices, qui sont aussi des documents, en tout cas que le groupe de travail a trouvé très accessibles et très utiles pour attaquer ce sujet-là. Et puis ensuite, j'ai bien entendu pas tous les détailler, mais vous avez des documents qui sont incontournables, cette fois-ci quand on est dedans, qu'il s'agit d'implémenter, qu'il s'agit de contrôler les systèmes, avec, j'en parlais, la 27019, les autres documents de la NSSI mentionnés par Stéphane il y a quelques minutes. Et puis, bien entendu, on retrouve là l'ISA IEC 62443, qui joue aussi un rôle, en particulier le chapitre 1 et le chapitre 3, si mes yeux ne me trompent pas. Le sentiment que oui, ça doit être ça, qui eh bien, sont particulièrement intéressants, ceux-là sont très fouillis. Voilà, et puis après, suivant votre secteur d'activité, parce que chacun des documents, beaucoup ont été faits aussi pour certains secteurs, suivant votre activité, d'autres peuvent être utiles. Et là, on les a détaillés dans le livrable d'Uclusif que vous pourrez trouver sur le site web et qui reprend en fait des fiches de lecture pour chacun de ces documents avec un système de notation qui permet de se positionner à la fois en fonction de son secteur d'activité, en fonction du degré de maturité qu'on a vis-à-vis du sujet. Voilà, donc ça c'était le résumé sur les différents documents. L'autre axe, c'était comment attaquer ce sujet quand on est plutôt dans une filière SSI. Ah pardon, je n'ai pas évoqué la conclusion. La conclusion, c'est souvent la question qu'on nous pose, mais c'est qui le vainqueur? Dans cette course aux documents, qui est le vainqueur? Mais en fait, aujourd'hui, on n'a pas identifié de vainqueur désigné. On a effectivement une norme centrale qui est la 62443, qui essaye beaucoup de choses, qui aujourd'hui est activement développée par l'ISA, dont des représentants sont dans la salle, et je vous invite tous aussi à contribuer à ces travaux-là, donc qui essaye de rassembler énormément de choses, mais qui souffre encore d'un certain nombre de problèmes sur le vocabulaire. L'ensemble des documents qu'on voit là aussi ne sont pas cohérents sur le vocabulaire, ils ne sont pas toujours cohérents sur des principes communs d'architecture ou des principes de recommandation. Donc on est face un peu à ce magma. Il y a un besoin de monter en maturité, je pense que c'est vraiment ce qu'on retient à l'intérieur du groupe de travail. Les années vont aider, forcément, les travaux de tous vont aider. On espère aussi avoir apporté un peu notre pierre à l'édifice avec ce travail-là. Voilà pour la conclusion sur ce sujet-là. Deuxième sujet, c'est les clés pour démarrer. Alors là, certains d'entre vous sont peut-être déjà plus avancés que ce que je vais montrer à ce moment, mais en tout cas, on a identifié 5 phases qui sont pour nous les plus importantes pour initier une démarche relative à la sécurité des systèmes industriels. Alors, le premier point, et là je pense qu'on va tous être d'accord, il s'agit vraiment d'assimiler le métier industriel. Parce que si on essaye de pousser les bonnes pratiques issues de la SSI directement dans le milieu industriel, en se disant oui, ça va marcher, mais c'est parce qu'ils n'ont rien compris dans le milieu industriel, eh bien non, si on fait ça, on va clairement dans le mur. Ça a été évoqué aussi tout à l'heure. Il faut savoir de quoi on parle, on est dans un monde particulier qui a ses codes, qui a son historique, et donc on a défini un certain nombre d'actions qui peuvent être aussi des actions d'audit, de visite de sites, de classification de ces sites par leurs impacts, et ça c'est ce qui permet vraiment tout de suite de mettre le pied à l'étrier et d'être dans la réalité du terrain. Voilà, vraiment première étape, assimiler le métier de l'entreprise, du périmètre qu'on souhaite sécuriser, et faire un état des lieux de la sécurité. Ensuite, une fois qu'on aura cette matière première, il va falloir la retravailler et aller sensibiliser le comité de direction aux différentes vulnérabilités qu'on aura trouvées. Alors, effectivement, il y aura des vulnérabilités. Je pense que c'est indéniable aujourd'hui. À chaque fois que tous on a été amenés à faire des contrôles ou des audits sur ces systèmes, eh bien, on trouve des vulnérabilités. Par contre, les vulnérabilités, à nouveau, il ne faut pas les traiter sous l'angle technique, il faut les traiter sous l'angle impact. Et c'est bien aussi ce qu'il y a dans la méthode de la NSSI, c'est qu'on va voir les impacts, alors cette fois-ci à l'échelle du pays, dans la méthodologie de la NSSI, on a les impacts aussi à l'échelle de l'entreprise, sur différents axes, que ce soit les impacts humains, les impacts environnementaux, les impacts opérationnels, financiers, de réputation, non-conformité réglementaire. Il y a aussi un impact qu'on peut oublier parfois, c'est l'impact sur la confidentialité. Parce que ces systèmes industriels, eh bien, ils contiennent aussi les secrets de fabrication.
d'un certain nombre de choses. Si vous analysez la chaîne industrielle de fabrication des pneus chez Michelin, allez par hasard, peut-être que vous pouvez en extraire un certain nombre de secrets de fabrication. Donc il y a aussi cette dimension de la confidentialité dont on parle rarement, mais qui peut aussi avoir un intérêt pour sensibiliser les différents comités de direction. Donc derrière, on les convainc, derrière, on leur propose un plan d'action, et ensuite, on va mettre en œuvre ce plan d'action. Première brique de ce plan d'action, là je vais surprendre personne, c'est écrire ce qu'on doit faire. C'est finalement formaliser la politique de sécurité des systèmes d'information industriels. À nouveau, il ne s'agit pas de prendre la politique de sécurité que vous avez tous sur le SI standard, mais il s'agit bien de la réadapter et de la co-construire avec les acteurs qui sont clés sur le terrain, les acteurs de l'industriel, les acteurs tels que les responsables d'exploitation, les responsables de maintenance, les automaticiens, les architectes aussi des systèmes industriels. Donc tout ça, bien entendu, c'est aussi pas mal de s'aligner avec un certain nombre de normes, en particulier celles qu'on a vues ensemble avant. Ça vous aide pourquoi? Ça peut vous aider dans le cadre de groupes internationaux à avoir un langage commun, déjà adopté par plusieurs pays à l'échelle internationale. Ça peut aider aussi pour la conformité réglementaire au moment où ça deviendra un sujet ou quand c'est déjà un sujet dans un certain nombre de systèmes. Et puis ensuite, tout ça, on en décline son fameux référentiel et on commence derrière à le décliner au niveau opérationnel. Premier axe de la déclinaison, et celui-là il a été unanimement recommandé par l'ensemble des membres du groupe de travail, c'est aussi trouver une chaîne fonctionnelle cybersécurité. Parce qu'on peut, si on envoie des règles de sécurité à un responsable de site, un responsable de chaîne, etc., en lui disant merci d'appliquer, ça ne marchera pas. Si on n'a pas un relais sur le terrain, quelqu'un qui va être nommé, qui va être identifié, qui va s'approprier le sujet, qui derrière va être dans ses objectifs en charge d'appliquer et de remonter les informations, on sait qu'on n'arrivera à rien. Derrière, il faut mettre en place une action, bien entendu, une instance de gouvernance pour remonter tout ça, en essayant de faire le plus léger possible, parce qu'on sait que tous les sites, les filiales, les entités en ont tellement marre de remplir des reportings qu'il faut essayer d'être au bon niveau. Et puis après, bien entendu, on commence à identifier quelques quick wins, on les trouve assez rapidement, souvent ils sont même déjà connus avant de démarrer ces programmes-là, parce qu'on sait qu'il y a des endroits en particulier où il peut y avoir des problèmes. Et puis, ensuite, on rentre dans la phase vraiment difficile, parce que ce qu'on a vu avant, c'est quand même plutôt facile. La phase vraiment difficile, c'est de maintenir sous contrôle ces risques. Et donc, c'est de rentrer dans un cycle, petit à petit, de veille continue par rapport aux menaces, de veille sur le matériel, de veille sur les architectures, de veille sur les solutions de sécurité spécifiques ou génériques qu'on peut appliquer dans les systèmes industriels. C'est former, sensibiliser les membres du personnel, c'est intégrer la sécurité dans les projets. Ça, c'est vraiment clé parce qu'on sait qu'un système industriel, très souvent, sa durée de vie, elle se compte en dizaines d'années. Si on loupe la sécurisation au début, là, on n'est pas prêt de pouvoir le rattraper. C'est déjà le cas dans les systèmes d'information classiques, mais l'échelle de temps est encore là beaucoup plus longue. Après, bien entendu, il va falloir gérer les incidents de sécurité, dont on apprend beaucoup, finalement, aujourd'hui. Et là-dessus, on peut, pourquoi pas, se greffer aussi sur les chaînes de déclaration d'incidents plutôt dans de la sûreté, où il y a déjà des choses qui existent et qui peuvent être réutilisées. Après, on audite, on fait un contrôle interne et on pilote le plan d'action, à la fois finalement sur une échelle annuelle, sur une échelle aussi pluriannuelle, en fonction des résultats, de ce qu'on a trouvé au niveau de l'audit, en fonction de l'évolution des menaces et des solutions, on va faire vivre ça dans le temps. Et c'est vraiment ce qui est important, c'est de continuer à impliquer la direction en faisant des revues de direction périodiques sur ces thèmes du SI industriel. Voilà, je crois que il y a un dernier slide qui vous montre bien que ce cycle-là, c'est un cycle ininterrompu. On va retrouver les grands thèmes. L'échelle de réalisation de ce cycle, il peut être annuel, il peut être bisannuel, il peut être trisannuel. L'annuel est quand même pas mal parce qu'il permet finalement de se caler sur les périodes budgétaires. On sait que c'est toujours un moment clé dans l'entreprise, à chaque fois la définition des budgets. Chez la plupart d'entre vous, c'est souvent sur l'été, on va dire c'est en septembre-octobre que tout se décide. C'est bien d'arriver à caler ce cycle pour que les résultats des audits, les résultats des plans de contrôle arrivent au moment où on va déclencher les plans budgétaires pour pouvoir les alimenter. Donc voilà les 5 phases clés et le cycle à mettre en place, ainsi que l'ensemble des documents. Encore une fois, je tenais à remercier tous les membres du groupe de travail parce que c'est vraiment un travail collaboratif qu'on a mené ensemble sur ce sujet-là. Merci à tous.